OK, très bien. L'enregistrement est lancé. Alors, comme promis, ben, on commence par, la résolution, de ce qui était, demandé ici. Donc on a notre, tâche principale qui est configurée à 80 millisecondes. On vient, alimenter un bloc de temporisation au travail avec une entrée physique de l'automate programmable et on a programmé ici, on a prévu d'avoir 250 millisecondes de décalage entre le moment où l'entrée apparaît et le moment où la sortie ici du bloc, va devoir, bouger et la question qui se pose, c'est: beh, combien de temps est-ce que ça va réellement me mettre? Alors, premier scénario, premier cas de figure, ben, on imagine que, chance pour nous, notre entrée en question, l'entrée physique, qui est ici, eh ben, elle est justement, passée de 0 à 1 juste avant que l'automate ne vienne faire, l'acquisition de ses entrées au début du cycle. Conclusion, ben, on va pouvoir, dès le début de ce cycle-là, commencer à compter justement le temps qui s'est écoulé entre le moment où cette entrée est passée à 1 et enfin le temps qui s'est écoulé depuis le moment où cette entrée est passée à 1. Ça veut dire que quand, donc on va par exemple commencer à exécuter le bloc ici quelque part hein, dans la logique et au cycle suivant, ici après avoir lu les entrées, ben, on sait que là il y a 80 millisecondes qui se seront écoulées. Donc, au cycle suivant, quand on va arriver sur l'instance du bloc, ben, l'automate va regarder, tiens, à quel temps est-ce que j'ai lancé le bloc à mon dernier cycle et combien de temps s'est écoulé depuis lors. Et on sait que c'est 80 millisecondes puisque c'est le temps que nous avons imposé au niveau du cycle de notre tâche principale. Donc, ça veut dire que là, on aura 80 millisecondes. Au coup d'après, on aura 80 plus 80, donc au total, il sera 160 millisecondes d'écoulées. Au coup suivant, on va se retrouver avec 240 millisecondes d'écoulées. Et pour finir, ici, là, on va se retrouver à ce moment-là avec 320 millisecondes qui seront écoulées. Donc, et c'est évidemment pour ça que l'exercice est fait, vous voyez que vous avez beau avoir mis ici en entrée un temps qui est de 250 millisecondes, en réalité, puisque notre cycle est de 80 millisecondes, on va inévitablement devoir dépasser ces 250 millisecondes pour pouvoir faire basculer la sortie en disant qu'on a atteint le preset time avec le elapsed time qui était compté ici. Et donc, vous voyez que le minimum qu'on va avoir ça va être 320 millisecondes. Le maximum, le temps maximum que vous allez avoir, ce serait la même chose, mais en considérant que pour notre malheur, le passage ici de 0 à 1, c'est fait, mais juste après qu'on ait lu les entrées. Ce qui va nous amener à décaler d'un cycle en plus, c'est ce qu'on avait vu lundi lors des exercices. Et donc, on se retrouve là avec un cycle en plus, donc on va se retrouver au plus avec 400 millisecondes. Donc on a beau avoir configuré 250, vu le temps de cycle de l'automate, ce n'est pas réellement 250 millisecondes qui vont s'écouler. Dans ce cas-ci, vous voyez que ça va être entre 320 et 400 millisecondes selon le cas de figure. Dieu, Oui, pourquoi vous commencez pas à la ligne directement en fait? Enfin, au-dessus du in et juste à, co- après à le in. compter, tu veux dire? Oui, c'est ça. Par exemple, les 80 millisecondes, ils commencent juste Ouais, au-dessus, en dessous du parce, in, pardon. parce qu'en fait, l'exécution de ton bloc ici, elle a lieu pendant, hein, si tu reprends ton cycle automate, acquisition des entrées, exécution de la logique, mise à jour des sorties, en gros. La lecture de ton bloc, hein, de ton blockton, elle se fait ici, après avoir lu les entrées. C'est de la logique, c'est le code que toi tu demandes à ton automate d'exécuter. Tu es d'accord avec ça? Oui, oui, je suis d'accord. Et donc c'est pour ça que je ne l'ai pas représenté, mais ça reviendrait au même hein, si je l'avais représenté tout au-dessus, mais fondamentalement, ça va être quelque part ici, à l'exécution de la logique, que ça va être fait. Alors j'aurais pu le représenter plus bas, tu vois? Tu aurais pu me dire: «Pourquoi vous l'avez mis là tout au-dessus? Peut-être que c'est là dans le code que ça va avoir lieu». Oui, OK, pas de problème, mais alors ça veut dire que la mise à jour, elle aurait eu lieu plus bas ici dans le code aussi et ce qui m'intéresse, c'est le décalage que je vais avoir là quelque part entre les 2. Quoi. Ok, très bien. Merci beaucoup. Il y a pas de quoi. OK, très bien, voilà, ça clôture donc, ce premier chapitre. Et ça va nous permettre de nous lancer, dans le suivant. Alors que j'ouvre la bonne interface. Alors, chapitre suivant, on y est ici. Moi, j'aurais voulu avoir mon interface de présentation, si c'est possible.
Bon, excusez-moi juste une seconde. Voilà, ça c'est mieux. Ok, très bien. Alors, chapitre suivant, on va maintenant s'intéresser au système séquentiel et à un outil qui va permettre d'automatiser les systèmes séquentiels, qui est un outil qui s'appelle le GraphSet. On va d'abord décrire cet outil d'une manière très très générale, hein, l'outil pour l'outil en tant que tel, qu'est-ce qu'il permet de faire, comment est-ce que ça fonctionne, et vous allez voir que c'est un outil avec lequel on travaille sur papier dans un premier temps. Et puis dans un second temps, dans la deuxième partie de ce chapitre, on regardera comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser cet outil pour venir programmer ça dans un automate programmable. Donc on met pour l'instant la partie automate programmable entre parenthèses et on y reviendra dans la deuxième partie de ce chapitre numéro 3 en l'occurrence, voire même plutôt dans le chapitre numéro 4. Je vous dis une bêtise, c'est dans le chapitre numéro 4 qu'on reviendra là-dessus. Alors donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va s'intéresser à d'abord définir ce que c'est qu'un système séquentiel, puis on va regarder tout ce qui est GraphSet, la base, hein, les fonctionnalités de base de cet outil qui permet de décrire le comportement d'un système séquentiel. Et puis après, on viendra sur des éléments avancés. Donc aujourd'hui, on va faire 3.1, 3.2. J'espère qu'on arrivera au bout du 3.2, mais ce n'est pas certain du tout. Sinon, on continuera ça la semaine prochaine. Alors, juste un petit mot avant de se lancer là-dedans. Donc ici, l'idée que j'ai eue quand j'ai construit le cours et ce chapitre-ci, c'était d'essayer d'intégrer des exercices au fil de l'eau. Donc vous allez voir que quand je vais vous présenter ce que c'est que le GraphSet, je vais partir avec un exemple qui va être un escalator. Je vais tordre cet exemple un petit peu dans tous les sens pour petit à petit vous montrer toutes les possibilités et tous les outils, toutes les possibilités de cet outil GraphSet en tant que tel, quitte à par moment tirer un peu sur les cheveux. Donc vous allez voir que l'escalator, je vais quand même imaginer des situations un peu rocambolesques, mais c'est vraiment pour avoir un fil conducteur et vous montrer ce que cet outil GraphSet permet. Et en parallèle, on va régulièrement s'arrêter et je vais vous proposer de faire une série d'exercices. Donc on va en faire une série ensemble qu'on pourra résoudre également ensemble et commenter pendant les cours. Et puis il y en a toute une série d'autres qui sont là et pour lesquelles je vous publierai les solutions, mais qui sont là pour que vous puissiez vous driller et les faire chez vous en plus, évidemment, mais qu'on n'aura pas l'occasion de résoudre lors des cours en tant que tel. Le GraphSet, vous allez voir, c'est un outil. Alors au début, on va le décrire. Le GraphSet, il devient intéressant une fois qu'on le pratique, hein. Le décrire, c'est pas la partie la plus passionnante, mais il faut bien commencer par là. Mais c'est une fois qu'on le pratique que ça devient évidemment chouette. Et pour faire ça, il faut d'abord s'intéresser à ce que c'est qu'un système séquentiel. Alors mon exemple, ça va être un escalator. Première façon d'automatiser un escalator, comment ça doit fonctionner? Quand quelqu'un est sur une marche, il faut que l'escalator fasse avancer la personne jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne sur les marches. À ce moment-là, l'escalator va pouvoir s'arrêter. Donc on va avoir un moteur électrique qui va permettre de le faire tourner. Et une première façon de faire pour automatiser ça qu'on pourrait imaginer, c'est d'avoir sur chacune des marches un capteur de présence. Et donc si jamais il y a un capteur de présence qui est activé, donc on exécuterait un ou logique entre les différents capteurs de présence, on sait qu'on devrait simplement venir piloter notre sortie, donc notre moteur M1 à ce moment-là. Ça, c'est ce qu'on va appeler une logique combinatoire. La sortie est une simple fonction de l'état actuel de mes entrées. Okay, donc ça, c'est la logique combinatoire. La notion de temps n'intervient pas. La notion de dans quel état passé est-ce que je suis n'intervient pas non plus. Je regarde juste l'état de mes entrées et j'en déduis ce que j'ai à faire au niveau de ma sortie. Par contre, l'inconvénient de cette façon de faire, c'est qu'il va falloir plein de capteurs, ce qui va coûter cher, ce qui va amener à avoir des pannes, etc. Donc, conclusion, dans la pratique, on ne va pas travailler comme ça, évidemment. On va essayer de réduire le nombre de capteurs. Et ce qu'on pourrait faire, c'est venir mettre un capteur de passage à l'entrée de l'escalator, un capteur de passage à la sortie de l'escalator. Et l'idée, ça va être de détecter quand quelqu'un monte dessus, quand quelqu'un en sort. Et à ce moment-là, on a toujours notre sortie M1 pour piloter notre moteur. Alors, là, l'idée, si j'essaie de construire ma table de vérité pour l'escalator sur base de ça, j'ai donc 2 entrées, une sortie. Si j'ai aucune de mes entrées qui est à 1, donc il n'y a personne qui rentre, il n'y a personne qui sort, je ne sais pas si mon moteur doit tourner ou pas, en fait, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui était passé précédemment, qui était sur l'escalator qui est en route, donc il faudrait peut-être que je le maintienne. Mon état, il n'est pas connu. Si je vois quelqu'un qui sort, je ne sais pas combien il y avait de personnes sur l'escalator non plus. Est-ce que je dois maintenir ou pas le fonctionnement du moteur? La question se pose.
La seule chose qui est certaine, c'est que si je vois à un moment quelqu'un qui intercepte ici mon signal pour l'entrée de quelqu'un sur l'escalator, là c'est sûr qu'il va falloir que je vienne actionner mon moteur. Mais pour pouvoir répondre à ces 2 points d'interrogation, eh ben, il va être nécessaire à ce moment-là que je connaisse la valeur précédente de mon moteur. Si mon moteur était déjà en train de tourner et que je n'ai personne qui rentre et personne qui sort, ben, s'il était déjà en train de tourner, c'est qu'il y avait quelqu'un qui était rentré précédemment. Donc, en fait, il faudrait peut-être que je mette quand même la valeur 1 ici. Mais pour ça, il faut que je connaisse la valeur précédente de mon moteur M1, savoir ce qu'il est en train de faire à ce moment-là. Ça, c'est un système qui est séquentiel. C'est le même système physique, hein, mais la façon dont on le regarde est séquentielle cette fois-ci. Pourquoi? Parce que ma sortie M1 ne dépend pas seulement de l'état actuel des entrées, mais dépend aussi de l'historique ou de l'état interne de l'escalator, ce qui serait ici, ben tiens, M1, dans quel état est-ce qu'il est maintenant pour voir comment est-ce que je dois le mettre dans l'état suivant. Donc ces systèmes séquentiels ont une mémoire, alors que le système combinatoire, donc l'autre façon d'automatiser cet escalator qu'on a vu avant, ne nécessitait pas d'avoir une mémoire de l'état actuel de l'escalator. Donc si on essaye de compléter notre table de vérité, donc on va dire, ben, c'est pas compliqué, je vais venir rajouter l'état de M1 actuellement, et puis ça va me permettre de définir ben, M1, comment est-ce que je vais devoir le piloter juste après. Donc si M1 est à l'arrêt, que j'ai personne qui rentre, personne qui sort, mon moteur est bien à l'arrêt. Si M1 est en train de tourner, que j'ai personne qui rentre, personne qui sort, ben, c'est qu'il y avait quelqu'un qui s'était engagé sur l'escalator, donc je dois laisser mon moteur tourner également. Si jamais j'ai... Ah, tiens, ça c'est bizarre. Donc j'ai personne à l'entrée, j'ai mon moteur qui est à l'arrêt, mais j'ai quelqu'un à la sortie. Ça, c'est pas un état que j'ai prévu actuellement. Ça n'a pas de sens par rapport à ce que je veux faire avec mon escalator. Ou alors, c'est parce qu'il y a un rebelle qui essaye de prendre l'escalator à contresens, mais c'est pas un état qui est prévu à la base. Si maintenant, je me retrouve avec personne à l'entrée, M1 qui est en train de tourner et il y a quelqu'un qui sort, ben, en supposant qu'il n'y ait qu'une seule personne acceptée à la fois sur l'escalator, je devrais venir alors arrêter le moteur en supposant que la personne soit sortie. Et puis, dans tous les cas de figure où j'aurai quelqu'un à l'entrée de l'escalator ici, ben, il va falloir que je fasse en sorte que mon moteur démarre là derrière. C'est ce que je vous ai mis avec les petits commentaires ici. Et donc, vous voyez bien qu'il y a un état ici qui est non pertinent. Hein, on n'est pas censé se retrouver dans cette situation-là. Et vous voyez qu'en faisant ça, ben, on est passé d'une table de vérité, la précédente, sur laquelle il y avait gentiment 4 lignes, hein, à une table de vérité dans laquelle on se retrouve avec 8 lignes ici, simplement parce qu'on a un état interne qu'on a voulu sauvegarder. Imaginons qu'on ait un système séquentiel sur lequel il y ait plusieurs états internes, plusieurs variables qu'il faille surveiller. Ben, la table de vérité, elle va augmenter en taille de façon assez conséquente par rapport à ça. Et en plus de ça, ce qu'on voit, c'est que, il y a des états qui ne sont pas pertinents puisque, c'est un état dans lequel le système n'est pas censé arriver à ce moment-là. Une fois qu'on a complété, cette table de vérité, je vous renvoie vers le cours d'électronique numérique que vous avez eu avec madame, Flemal. On va pouvoir, venir utiliser les tables de Carnot, hein, ou les cartes de Carnot, je ne sais pas comment elle l'appelle, si elle dit table ou carte. Peu importe, pour pouvoir venir dire, OK, j'ai 3 entrées, donc je vais ici avoir 2 entrées différentes et je m'arrange à chaque fois pour qu'il y ait un seul état binaire qui change pour passer d'un état à l'autre. Je mets ma 3e entrée ici. Je viens mettre mes sorties là et puis je vois que je vais pouvoir faire un groupement avec mes 4 1 ici sur le côté et je pourrais venir faire un 2e groupement avec mes 2 1 ici éventuellement sur le côté, ce qui va me permettre à ce moment-là, de venir, simplifier ma fonction. Donc on voit ici que peu importe l'état de P-out, puisque ici il est à 0, là il est à 1, pour peu que P-in, que mon capteur d'entrée, soit à 1, il faut systématiquement que mon moteur soit à 1. Et on voit ici que peu importe l'état de P-in, qui passe de 0 dans ce cas-ci à 1 dans ce cas-là, si jamais P-out est à 0, il va falloir que je maintienne M1 à 1, si évidemment M1 est à 1 également. Et donc sur base de ça, je peux venir écrire cette équation, dire simplement il faut que j'ai P-in pour faire en sorte que ma sortie soit maintenue et il faut que j'ai actuellement mon moteur qui soit en route et que je n'ai pas quelqu'un qui sorte pour maintenir également le fonctionnement du moteur. Ok, je vais assez vite là-dessus, mais normalement c'est quelque chose que vous connaissez. Hein. Arrêtez-moi si je me trompe surtout, mais c'est les tables de Carnot, ça vous parle, hein. On est bien d'accord. Oui, oui. Monsieur, Eh oui, oui, s'il y a une question, vas-y, je t'écoute. pour un système réel comme celui-ci,
On devrait quand même rajouter une temporisation au cas où si quelqu'un il descendrait les escaliers ou un Tout truc à du fait, genre. on y viendra après, tu vas voir. Ok, On ça va va. y venir après, absolument. Ok. Alors, cette logique qu'on a maintenant simplifiée, hein, grâce à Carnot, on est arrivé à l'équation booléenne la plus simple, entre guillemets. Ben, cette logique-là, on pourrait la réaliser maintenant en logique câblée. Et vous voyez tout l'intérêt de cet exercice, hein, c'est qu'on va limiter le nombre de relais, le nombre de contacts qui sont nécessaires, donc la place que ça va prendre dans l'armoire, le temps nécessaire à câbler, le coût des composants. Donc, ça a un réel intérêt de chercher à optimiser ça, évidemment. Maintenant, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passerait si sur mon escalator, puisque là je l'ai simplifié en disant que j'avais qu'une personne à la fois, qu'est-ce qui se passe si j'accepte 2 personnes à la fois? Ah ben alors, j'ai un deuxième état interne qui va intervenir, qui est un état qui me permet de savoir qu'il y a 2 personnes. Donc, j'ai déjà eu quelqu'un sur l'entrée et il y a personne qui est sorti. J'ai vu personne sur la sortie, mais j'ai une deuxième personne qui a été vue sur l'entrée. Et ça, ce serait mon état ici, qui dit qu'il y a 2 personnes qui sont présentes à ce moment-là. Et là, vous voyez qu'à cause de l'état interne en plus, je suis passé maintenant à une table de vérité sur laquelle je vais avoir 16 états différents et sur laquelle on va se retrouver avec toute une série d'états qui n'ont pas de sens. Parce que si je dis que j'accepte 2 personnes et que j'ai encore quelqu'un en plus qui vient se rajouter, je sors du contexte que j'avais prévu initialement. Donc le nombre d'états qui sont non pertinents est en train d'augmenter avec le nombre de lignes qu'on est venu rajouter ici. Même chose pour ce qui est en vert là, je ne suis pas censé avoir une mémoire d'avoir 2 personnes sur l'escalator et avoir mon moteur qui est à l'arrêt. Ça n'a pas de sens non plus par rapport à ce que j'ai prévu actuellement. Tout comme je ne suis pas censé avoir quelqu'un qui sort de l'escalator alors que mon moteur est à l'arrêt. Donc tous les états qui sont en vert et tous les états qui sont en bordeaux, donc 7 états quand même sur une table de 16, sont des états qui sont non pertinents. Et on se rend compte que pour gérer un système comme ça, avec plusieurs mémoires internes, cet outil table de vérité plus carte de Carnot, fondamentalement, c'est peut-être pas forcément l'outil le plus approprié. Donc, il nous faudrait un outil qui soit justement dédié à la gestion de systèmes séquentiels qui ont pour caractéristique qu'ils ont des états internes dont il faut tenir compte. Et cet outil-là, c'est ça qui a mené un groupe de scientifiques et d'ingénieurs à plancher là-dessus et à arriver sur l'outil qu'on appelle le GraphSet. Alors le GraphSet, c'est quoi? Le GraphSet, c'est l'abréviation de graphe fonctionnel de commande étape transition. Donc vous voyez que c'est l'abréviation de quelque chose de français. Pourquoi? Parce que ça a été mis au point par un groupe de travail français en 1977 qui était mené par Michel Blanchard. Et pour la petite histoire, dans les références que je vous ai mis au niveau des bouquins de références que vous pourriez aller voir pour le cours, il y a un bouquin qui est écrit par Monsieur Blanchard. Donc, c'est lui qui menait le groupe de réflexion là-dessus. Donc, si vous voulez un peu creuser ça, vous pouvez tout à fait aller voir son livre en question qui est dans les références du cours. Et l'objectif de ce groupe de travail, c'était d'arriver à fournir un langage de spécification. Donc, on est dans une phase d'étude du comportement d'un système séquentiel. Et l'objectif, c'est d'arriver à décrire le comportement fonctionnel de ce système avec un langage qui soit le plus universel possible et qui soit indépendant de la technologie qu'on va utiliser pour le réaliser. Donc, ce que je vous disais, spécification, on est bien sur une sorte de cahier des charges qu'on va vouloir faire. Et le langage, pour qu'il soit le plus universel possible, il a été choisi de travailler avec un langage qui est un langage graphique. Parce que l'avantage de travailler avec quelque chose de graphique, c'est que c'est universel, c'est assez synthétique. Et puis, ça va pouvoir être utilisé par des ingénieurs, mais également par les gens qui vont programmer, par des gens qui vont faire de la maintenance, par des personnes qui travaillent en bureau d'études et qui font des études purement théoriques, etc. Donc, on a l'avantage d'avoir quelque chose du plus universel possible grâce à un langage graphique. Donc, eux ont travaillé en 1977 là-dessus. Et puis en 88, 11 ans plus tard, il y a eu la publication d'une première norme IEC. Donc IEC, c'est International Electrotechnical Commission, donc la commission électrotechnique internationale qui, les normes sur le langage de programmation de l'automate programmable, c'était la IEC 61131-3. Ici, il y a une autre norme IEC émise par la même commission qui s'intéresse justement à la standardisation de ce langage graphique qui décrit donc les symboles et les règles qu'on va utiliser dans cette représentation graphique. Et la norme en question, c'est la IEC 60848, qui a eu une petite révision en 2002. Et donc, c'est la seconde édition de la publication qui est encore utilisée aujourd'hui. Vous voyez que les normes, on ne met pas ça à jour tous les jours, puisque ça fait presque 20 ans qu'on travaille avec la même version de la norme ici.
Donc on est ici vraiment sur quelque chose qui est indépendant de la technologie utilisée. Si maintenant on veut venir implémenter ça dans un automate programmable, ben on sort, puisqu'on passe dans la partie réalisation de ce cahier des charges, on sort du cadre de cette norme-là et alors il y a une autre norme, c'est celle justement relative à nos langages pour notre automate programmable qui décrit un langage spécifique qui s'appelle le SFC, on y revient dans le prochain chapitre, qui lui permet de traduire ce qu'on aura fait sur papier avec le GraphSet dans le langage de l'automate programmable. Et c'est une seconde norme qui donne ces caractéristiques de ce langage-là en question. Évidemment, les deux sont liés puisque l'idée, c'est de se baser sur le GraphSet pour transposer ça dans l'automate programmable. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver au niveau de notre GraphSet? De quelle façon est-ce qu'on va venir représenter ça? C'est ce que vous avez ici sur la droite. Donc, ce que vous allez avoir, c'est une suite d'étapes et de transitions et une alternance, et ça doit toujours être une alternance, étape, transition, etc. On va se retrouver dans un GraphSet avec une ou plusieurs séquences. Ce que j'ai représenté là sur la droite, c'est ce qu'on appelle une séquence. Vous voyez, quelque chose qui revient, qui vient se reboucler ici de façon cyclique. Et on pourrait tout à fait se retrouver avec plusieurs séquences les unes à côté des autres. Dès le premier exercice qu'on va faire, on va faire 2 séquences, donc on y revient tout de suite. Notre séquence, elle contient plusieurs éléments, on l'a dit, des étapes et des transitions. Et vous voyez que pour certaines étapes, et en fait on pourrait même l'avoir pour la première ici, mais pour toutes les étapes, on peut avoir ici des actions qui sont associées. C'est ce qu'on va venir représenter dans le petit carré qui est ici à droite. Les transitions, elles, sont entre les différentes étapes et à chaque transition va être associée à ce moment-là ce qu'on va appeler en français une réceptivité ou bien une condition pour que la transition en question soit valide. On va tout de suite y revenir. Et puis, dernier élément, vous avez les liens entre les différentes étapes et les différentes transitions. Alors l'intérêt de travailler avec ça, c'est que ces différentes étapes, elles vont remplacer dans notre table de vérité les différents états qu'on avait. Et on ne va évidemment représenter que les états qui sont pertinents. Donc on va quelque part ne représenter que ce qui a du sens par rapport à l'installation sur laquelle on va venir travailler ici. Les réceptivités sont des équations booléennes qui donc vont amener la transition ici à être passante ou pas passante, à être vraie ou fausse. Et les actions que vous avez ici, ce sont des choses concrètes qu'on va réaliser sur une sortie ou sur une variable interne quand l'étape en question sera active à ce moment-là. Et sachez qu'on peut avoir plusieurs actions associées à une étape, évidemment. On va tout de suite appliquer l'outil. Je dois vous expliquer quelle règle, mais on va tout de suite l'appliquer sur notre escalator, évidemment. Alors, une étape peut soit être active, soit être inactive. Donc l'idée, c'est qu'on va être dans un état sur notre installation et cet état va être matérialisé par une étape. Donc quand l'étape est active, on va pouvoir représenter le fait qu'elle soit active si on veut représenter une situation spécifique. Donc ma séquence ici dans un état particulier, c'est ce qu'on va appeler une situation. On va simplement venir représenter avec un petit rond ici le fait que l'étape active est celle-ci. Quand l'étape est active, les actions qui lui sont associées ici sont exécutées. Ce qu'on fait également, c'est que pour chaque étape, on donne un identifiant qui peut être simplement un numéro à ce moment-là. Sachez qu'il n'y a pas de règle spécifique pour générer ces numéros, donc ça paraît logique de les mettre en ordre croissant, mais si vous avez envie de les faire en ordre décroissant ou de façon complètement aléatoire, il n'y a pas d'imposition par rapport à ça dans l'outil GraphSet et dans la norme qui le décrit, donc vous êtes libre de venir donner les identifiants que vous le voulez à ce moment-là. Par contre, la représentation de tous ces symboles, le fait qu'on appelle ça une étape, une action, une transition, une réceptivité, tout ça fait partie évidemment de la norme et du langage qui est imposé de la sorte. Alors au niveau des règles de construction, donc on doit toujours respecter l'alternance étape-transition, étape-transition. Ça, si à l'examen, vous ne me respectez pas ça, en gros, vous êtes dedans. C'est vraiment la base de la base et on doit absolument respecter cette alternance. Ça veut dire qu'on ne va jamais avoir 2 étapes qui vont être connectées l'une à l'autre directement et que la liaison qu'on va avoir ici va toujours lier une réceptivité, une transition à une étape ou une étape à une transition, inévitablement.
Ça, c'est quelque part la règle de construction de base de notre graph set. Maintenant, ce qui existe également, c'est des règles d'évolution, c'est-à-dire comment est-ce que quand on va passer d'une étape à l'autre, qu'est-ce qui va se passer exactement. Alors, un petit rappel, je ne sais pas si vous vous souvenez comment on avait géré ça dans notre logique câblée, hein, mais quand on avait fait ça l'année passée en bureau d'études électriques, on avait dit par étape qu'on pourrait avoir sur notre procédé, par état, on était venu matérialiser cet état avec une bobine d'un relais qui permettait de dire c'est l'état actuel qui est activé pour le moment. Et on avait dit que pour, par exemple, activer l'étape 2, il fallait impérativement que l'étape 1 soit active. Pour activer l'étape 3, il fallait impérativement que l'étape 2 soit active. On avait également dit que si jamais on venait rencontrer une condition, donc l'étape 1 était active ici, et la condition 2 ici devenait vraie, donc ceci était fermé, cela se fermait, alors on passait dans l'étape 2. Et le fait de passer dans l'étape 2 à ce moment-là venait faire en sorte qu'on ouvrait le contact qu'il y avait ici et qu'on désactivait l'étape 1. Donc, on suivait un certain ordre prédéfini pour évoluer dans ces étapes. Et pour activer l'étape suivante, il fallait absolument que l'étape précédente soit active et que la condition qui permettait de passer de l'étape précédente à celle-ci soit validée. Et le fait qu'on active la nouvelle étape impliquait qu'on allait désactiver l'étape précédente. On va retrouver exactement ça au niveau des règles d'évolution. Sans compter, et j'ai oublié de le dire, qu'on a à chaque fois ici notre auto-maintien qui permet de faire en sorte que quand l'étape est active, elle reste jusqu'à ce que ce soit l'étape suivante qui soit activée, qui vienne désactiver l'étape en question. Donc, quand une étape est active, elle reste jusqu'à ce que la suivante soit activée. C'est une première règle d'évolution. On se retrouvait avec également une étape initiale. On avait géré ça avec notre start ici, qui permettait d'activer l'étape 1 et de désactiver toutes les autres étapes. Et puis, on se retrouvait à justement dire que pour activer l'étape I, il fallait que l'étape I-1 soit active et que la condition qui permettait d'activer l'étape I soit vraie à ce moment-là, ce qui nous amenait à venir désactiver l'étape précédente à ce moment-là. Et vous voyez que tout ce qui est commande des moteurs, des vannes, etc., ça n'apparaît pas ici, mais rappelez-vous qu'on utilisait les contacts en question dans les circuits de commande des moteurs pour pouvoir justement voir à quel moment il fallait démarrer un moteur ou pas. Donc tout ça, ça nous mène à avoir 5 règles d'évolution. La première, c'est qu'est-ce que c'est que la situation initiale? Donc la situation initiale est décrite par ce qu'on va appeler l'étape initiale de notre graph set. Et l'étape initiale, on la repère parce qu'on met un double carré plutôt qu'un simple carré sur cette étape. Il peut y avoir une ou plusieurs étapes initiales. Il en faut d'office au minimum une dans un graph set. Et l'étape initiale, elle va caractériser le système dans un état qu'on va... Enfin, vous avez la possibilité en tant que concepteur du graph set de choisir quel est l'état initial, mais naturellement, on va plutôt choisir un état initial qui correspond à un état de repos naturel de notre système, justement. C'est en général ce qu'on doit faire, ce n'est pas imposé par les règles d'évolution. Ce qui est imposé, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins une étape initiale dans notre graph set à ce moment-là. Souvent, ça va être une étape, puisque c'est un état de repos, ça va être une étape dans laquelle il n'y a pas spécialement d'action associée, puisqu'on est dans un état de repos, mais ce n'est pas obligatoire à nouveau. Ce qui peut également se trouver, c'est une séquence comme celle-ci, donc dans laquelle on va avoir une étape initiale, et quand on va lancer la séquence, on va revenir comme ceci, on ne reviendra plus jamais dans cette étape initiale. Ça veut dire que on pourrait l'utiliser par exemple pour configurer une série de choses au début de la séquence uniquement, et il faudra forcer l'arrêt du graph set et forcer le graph set à revenir dans cet état spécifique-ci pour pouvoir réinitialiser l'installation et la reconfigurer. Ce n'est pas la meilleure façon de travailler, donc je vous présenterai des façons de travailler plus efficaces que ça, évidemment. Ça, c'était la première règle, tout ce qui est étape initiale. Seconde règle, qu'est-ce qui se passe quand on va vouloir franchir une transition? Pour franchir une transition, il faut que la transition soit validée, c'est-à-dire il faut que l'étape qui la précède soit active, c'est ce qu'on avait vu dans notre logique câblée. Il fallait, pour activer l'étape I, il fallait que l'étape I-1 soit active. Et en plus de ça, il fallait que la condition qui permettait d'activer l'étape I soit vraie. Ici, on nous dit qu'il faut que la transition est validée si toutes les étapes qui précèdent celles qui nous intéressent sont actives. Et si jamais on se retrouve avec l'équation booléenne, la réceptivité de notre transition, qui est vraie également, à ce moment-là,
on vient franchir la transition. Donc, si mon étape ici est active et que la réceptivité de la transition est, alors je vais pouvoir franchir la transition. Dans ce cas-ci, c'est une structure un petit peu particulière, on y reviendra tantôt. On avait deux branches qui évoluaient en parallèle. Donc, on a deux étapes qui précèdent notre transition ici. Mais il faut que toutes les étapes qui sont immédiatement avant la transition soient actives. Donc, il faudrait que j'ai les deux étapes actives, que la réceptivité ici soit vraie pour pouvoir venir franchir cette transition-là. Par contre, si jamais mon étape précédente est active et que la réceptivité est fausse, je ne franchis pas. Si jamais l'étape n'est pas active mais que la réceptivité est vraie, je ne franchis pas. Si je n'ai pas toutes les étapes qui sont immédiatement précédentes la transition qui sont actives et que la réceptivité est vraie, je ne franchis pas non plus. OK ? Donc, deuxième règle. Il y en a 5, hein, ça va vite, ce n'est pas très difficile à retenir. Troisième règle, qu'est-ce qui se passe quand je franchis cette transition ? Eh ben, on va considérer qu'on va simultanément désactiver l'étape précédente et activer l'étape suivante. On considère que ça se passe de façon complètement instantanée et simultanément. Okay. Donc, si j'ai plusieurs étapes précédentes, ben, ça veut dire que je vais désactiver ces deux étapes et puis en même temps activer cette nouvelle étape-ci. Je passe en un coup de cet état-là à cet état-là. Même chose dans le cas ici, où j'aurai deux étapes qui suivraient la transition. Donc, c'est à nouveau deux branches qui évolueront en parallèle. Ben, je vais désactiver cette étape-ci et activer ces deux étapes-là simultanément. Donc, ça, c'est la troisième règle d'évolution. La première, situation initiale. La deuxième, pour franchir une transition, il faut que la réceptivité associée soit vraie et que toutes les étapes qui la précèdent soient actives. La troisième, quand on franchit une transition, on simultanément désactive les étapes précédentes et active là où les étapes suivantes. Quatrième règle, avant-dernière règle, qu'est-ce qui se passe si je me retrouve dans j'ai une étape qui est active, une transition qui est vraie, et puis derrière mon étape suivante, j'ai encore une transition qui est vraie. Eh ben, à ce moment-là, en fait, on pourrait imaginer qu'on va désactiver l'étape 1, activer l'étape 2, et puis désactiver l'étape 2, activer l'étape 3. En réalité, le graph 7, ce qu'il nous dit, c'est que quand on a plusieurs transitions qui sont franchissables simultanément, on les franchit toutes d'un coup. Donc, on ne passe pas réellement par l'étape 2. Donc, concrètement, ça veut dire que vous oubliez le fait de dire que je passe de l'étape 1 à l'étape 2 et puis de l'étape 2 à l'étape 3. Si je me retrouve dans une situation dans laquelle je peux directement passer de l'étape 1 à la 3, je le fais. À ce moment-là, l'étape 2, elle n'est pas activée en tant que telle. Ce qui veut dire que les actions continues qui lui sont associées ne vont pas être exécutées. En réalité, on va plutôt considérer que l'étape 2 a été activée virtuellement, c'est-à-dire qu'elle a été activée pendant un temps non nul, mais très très court, qui a été trop court que pour que l'on puisse venir activer ces différentes étapes. Enfin, activer ces différentes actions, pardon. Si jamais on a plusieurs séquences dans notre graph 7 et qu'on regarde, on a ici deux séquences différentes. On a l'étape 1 qui active la réceptivité qui suit, qui est vraie, une étape 11 qui active la réceptivité qui est vraie également, qui est celle qui suit. On va aussi considérer qu'on franchit et donc on passe d'un état 1, 11 à un état 2, 12 et ça instantanément et simultanément. Okay, donc il n'y a pas d'abord une séquence qui est faite et puis l'autre séquence qui est faite. On va considérer que les deux sont faites simultanément en parallèle. Dernière règle d'or ou règle d'évolution de notre graph 7. Qu'est-ce qui se passe si jamais j'ai une étape qui est simultanément activée et désactivée? Hop, pardon, j'étais trop vite. Si j'ai une étape qui est simultanément activée et désactivée parce que, on va le représenter ici pour montrer un petit exemple, je me retrouverai avec une certaine étape 1 ici, une transition, une étape 2, une transition, et puis je reboucle ici. Imaginez que je sois dans la situation où l'étape 1 soit active et que cette réceptivité soit vraie, cette réceptivité soit vraie. Qu'est-ce qui se passe à ce moment? Puisque cette étape est active et que la réceptivité est vraie, je vais franchir la transition numéro 1 ici.
enfin numéro 1, la transition qui sépare l'étape 1 de l'étape 2. Ça, c'était la deuxième règle d'évolution qui me le disait. La règle suivante, la quatrième règle, me disait que si jamais la transition qui suit a également une réceptivité qui est vraie, je vais également la franchir directement. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Au lieu de passer de 1 à 2, je vais pouvoir passer de 1 à 1 à nouveau. Donc en fait, j'aurais désactivé 1 pour faire ce chemin-ci et revenir sur la même étape en question. Donc cette étape 1 aurait été désactivée et réactivée au sein du même cycle. Comment est-ce qu'on gère ça à ce moment-là? On considère que l'étape 1 reste simplement active. C'est tout. Et donc, s'il y a des actions qui lui sont associées, les actions sont maintenues, même si théoriquement, on passe par l'étape 2, l'étape 1. Donc, la règle, elle nous dit clairement, une étape qui est activée et désactivée simultanément reste tout simplement active. Voilà. Alors maintenant, on va appliquer ça, les 5 règles en question, pour essayer de rendre ça plus concret. On va venir appliquer ça sur notre exemple avec notre escalator. Et juste après, je vais vous proposer un exercice pour que vous puissiez l'appliquer sur un autre exemple. Donc, sur notre escalator, comment est-ce qu'on viendrait représenter ça? Il y aurait 2 états, en gros. Il y aurait un état dans lequel l'escalator serait à l'arrêt et puis un état dans lequel l'escalator est en train de tourner. Et donc, je vais considérer que dans mon état 1, je suis dans un état de repos. C'est moi qui choisis que c'est ça l'étape initiale de ma séquence. Et donc, comme je vous le disais, on a naturellement tendance, ce n'est pas une obligation, mais à choisir un état naturel de repos pour le système. Donc, pour mon escalator, ce serait mon escalator est à l'arrêt, le moteur ne tourne pas. Règle numéro 1. Ensuite, je vais dire que si jamais j'ai quelqu'un qui arrive sur l'entrée ici, je vais valider le fait que je dois passer de l'état de repos à l'état de travail. L'étape 2, c'est l'état de travail puisque je viens piloter le moteur M1, l'action associée à l'étape 2. Si mon étape 2 est active, mon moteur M1 va tourner. Donc si quelqu'un vient se présenter à l'entrée de l'escalator, je me retrouve avec une réceptivité associée à la transition ici qui est vraie. J'ai l'étape précédemment active qui précède cette transition qui est active. Donc, règle numéro 2, la transition est franchie, l'activité associée est vraie. Et si les étapes précédemment dans le graphe 7 sont toutes actives, c'est bien le cas ici. Donc, je vais, dès que quelqu'un va se présenter, pouvoir passer dans mon étape 2. Règle numéro 3, comme je peux la franchir, je désactive simultanément mon étape 1 et j'active mon étape 2. Et donc, je me retrouve dans cette situation-ci instantanément. Je suis passé de la situation précédente à celle-ci instantanément. Puisque l'étape les actions associées sont exécutées, donc mon moteur M1 se met à tourner et la personne monte sur l'escalator. Règle numéro 4, si je me retrouve à ce moment-là avec quelqu'un, la personne qui sort de l'escalator, mais en même temps, exactement en même temps, il y a quelqu'un qui vient se présenter ici sur l'entrée de l'escalator. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais me retrouver avec quelqu'un à l'entrée, quelqu'un à la sortie, donc je suis dans l'étape 2. Comme il y a quelqu'un qui sort, je pourrais passer dans l'étape 1, mais comme cette réceptivité-ci est vraie également, je vais revenir à l'étape 2. Donc on a dit que plusieurs transitions qui sont franchissables à la fois sont toutes franchies en un seul coup. Donc de l'étape 2, je repasse à l'étape 2. Et comme cette étape-là, règle numéro 5, je suis censé l'avoir désactivée et réactivée dans le même cycle. Qu'est-ce qui va se passer? Mon étape 2 va rester active. C'était ma règle numéro 5. Si jamais une étape est désactivée et réactivée simultanément, elle reste active. Conclusion, je n'ai pas désactivé l'étape 2 pour passer par la 1 et revenir à la 2, donc je n'ai pas arrêté mon moteur. Mon moteur aura continué à tourner à cause de cette règle-là. OK? Ça vous paraît clair? C'est vraiment l'application de ces 5 règles de base à ce petit exemple tout simple, mais normalement ça permet d'un petit peu comprendre, quand on lit ce graph 7-là, on sait avec ça s'imaginer comment le procédé va fonctionner. Monsieur, Et oui, dis-moi Sacha. en fait, du coup, allez, pardon, je vais essayer de bien m'exprimer. Le moteur continue à tourner si quelqu'un et que quelqu'un est en pay-out, donc au même moment. Mais si la personne un peu avant, ouais, non, en fait, ça ira, je pense. Alors, je suis désolé, mais ça a été un peu haché, donc j'ai pas complètement compris ta question. Mais en effet, s'il y a bien quelqu'un sur Pay-in et Pay-out en même temps, ça continue à tourner. Si jamais tu as quelqu'un qui est sur Pay-in avant, je crois que c'était ça ta question, hein, je crois la C'est- deviner, en fait, comme tu es dans l'étape 2 et que tu n'as pas encore Pay-out qui est vrai, tu restes dans l'étape 2.
quand il y a juste quelqu'un sur Pay-in. Et quand juste derrière, tu vas avoir quelqu'un sur Pay-out, ben, si il y a toujours quelqu'un sur Pay-in également, ben, pas de problème, tu vas rester dans ton étape 2 en question. Si par contre, tu te retrouves avec quelqu'un qui est sur l'entrée Pay-in et qui arrive à avancer sur la première marche et puis il y a quelqu'un qui sort sur Pay-out, en effet, on va venir arrêter l'escalator dans ce que j'ai présenté ici parce que pour l'instant, dans mon cahier des charges, j'ai prévu que je ne peux avoir qu'une seule personne à la fois sur l'escalator. Or, si jamais tu fais rentrer quelqu'un par Pay-in alors que la personne qui est sur l'escalator n'est pas encore sortie, ben, tu sors de mon cahier des charges du moment. On va complexifier ça après pour que justement je puisse vous montrer les outils complémentaires qu'il y a avec ces 5 règles d'évolution. Ok, très bien, c'est parfait. Merci. Impeccable. Alors, donc, ce que je vous propose maintenant, ben, c'est un petit exercice, histoire de venir pratiquer ça. Comme je vous ai dit, c'est une matière qui devient intéressante, surtout quand on la pratique. Donc, ben, c'est ce que je vous propose là maintenant. Et donc, nous voilà avec un premier exercice. Et l'exercice en question, ben, il s'agit d'une ligne de mise en bouteille, simplement de bouchonnage en gros. Alors vous pouvez imaginer que c'est de l'eau ou de la bière ou du vin selon ce qui vous fait plaisir. Moi, peu m'importe. Je peux peut-être vous montrer une petite vidéo qui montre un petit peu comment ce genre de choses est géré dans un contexte industriel. Donc, je viens là, je mets ça en plein écran et puis je vais couper le son parce que de toute façon vous ne l'entendez pas. Regardez ici, vous avez une ligne d'embouteillage, hein, donc on va retrouver des bouteilles qui ont été lavées, etc., qui viennent des chaînes de recyclage, qui vont là être ben, dans une première étape remplie et puis dans une deuxième étape que vous voyez là. Hop, 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 ça a été un peu vite. Dans la deuxième étape qu'on voyait là, les bouteilles étaient bouchonnées. Donc on se retrouve avec une bande transporteuse, hein, et puis ici vous voyez qu'à chaque fois on vient placer un bouchon sur la bouteille et puis elles vont continuer à avancer un petit peu plus loin sur la chaîne de production. On va pouvoir venir mettre une petite capsule sur le bouchon en question, hein, c'est ce que vous voyez là en rouge sur le dessus de la ligne. Et donc voilà, on est en train simplement d'embouteiller du vin. Puis ici on va venir coller des étiquettes, hein, donc on va avoir des systèmes qui vont permettre de venir coller les étiquettes sur les bouteilles en question. Et là vous voyez ici les étiquettes qui défilent et qui sont amenées vers la chaîne de production en question. Donc voilà, l'exemple sur lequel je vous demande de travailler est clairement un exemple concret qui a ici un petit peu simplifié pour l'exercice, mais vous voyez que c'est un exemple tout à fait concret et industriel face auquel on pourrait se trouver. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans le cahier des charges en question? Ben, on vous dit donc que vous avez une bande transporteuse, hein, on va juste s'occuper de l'étape d'embouchonnage pour le moment, qu'on va pouvoir piloter notre bande transporteuse à l'aide d'une commande pour la faire avancer. Rappelez-vous que le Graph7, c'est quelque chose indépendant de la technologie. Est-ce que j'ai mis un moteur électrique, un moteur thermique? Je ne sais pas. Ok, c'est indépendant de la technologie. Moi, je vois juste que j'ai la possibilité de faire avancer ma bande transporteuse pour le moment. Ok, donc ça, c'est une commande que j'ai qui permet de faire tourner le convoyeur. On a une deuxième commande qui va nous permettre ici de venir avec un système de préhension, venir en position haute, attraper un bouchon et puis venir descendre le bouchon en question à l'aide de la commande down ici. Je vais pouvoir venir descendre le système de préhension pour venir le mettre sur la bouteille. Et puis, je vais pouvoir remonter à l'aide de la commande up. Et je vais savoir si je suis en position haute ou en position basse à l'aide, j'imagine que ce seront des capteurs, mais à nouveau, je ne le sais pas. Je ne connais pas la nature des capteurs puisqu'on est indépendant de la technologie, qui me permettront de savoir que je suis avec mon système de préhension en position haute ou en position basse. Donc, je récupère ces informations-là. Je récupère également une information qui me permet de savoir qu'il y a une bouteille qui est positionnée sous le système de préhension, donc je suis en bonne position pour pouvoir venir ici placer un bouchon en tant que tel dessus, et j'ai une commande grip qui va me permettre de serrer le bouchon ou de le relâcher si jamais je relâche la commande pour pouvoir, quand je remonte, en l'occurrence, éviter de réemporter le bouchon que j'avais mis dans la bouteille avec moi, bien entendu. Ok, donc c'est quelque chose de simplifié par rapport à la vidéo que je vous ai montrée, puisque ici, le principe, c'est qu'on va à chaque fois s'arrêter sous la bouchonneuse, bouchonner, et puis réavancer d'un cran, etc. Alors que dans l'exemple que je vous ai montré, on faisait ça en continu pour augmenter la productivité de la chaîne de production, bien entendu.
Dernière chose, on se retrouve avec la possibilité pour l'opérateur de donner une commande de marche et une commande d'arrêt. Et ici, j'ai déjà fait quelque chose qui n'est pas correct par rapport à ce que je vous ai dit. On a dit que le GraphSet était complètement indépendant de la technologie. Je vous ai représenté 2 boutons poussoirs. Or, là, je suis déjà en train de choisir une technologie. Je suis déjà en train de dire que les commandes start et stop, elles arrivent à l'aide d'un bouton poussoir qui va probablement activer un contact électrique derrière. Alors que, qu'est-ce qui m'empêcherait d'imaginer un système dans lequel c'est moi qui crierais start ou stop et qui est quelque chose qui puisse identifier ma voix, interpréter la commande et sur base de ça, démarrer ou arrêter la machine. Donc, ici, j'ai déjà pris des libertés par rapport à ce qu'on nous dit précisément au niveau du GraphSet où on doit être complètement indépendant de la technologie. Mais histoire de rendre ça plus concret, je vous ai quand même mis ces 2 boutons poussoirs. Qu'est-ce que je vous demande dans ce premier exercice? C'est de travailler en mode full automatique, complètement automatique. L'opérateur démarre la machine, elle va tourner en continu jusqu'à ce qu'il donne la commande stop. Si jamais il l'arrête, on va terminer la bouteille qu'on est en train de bouchonner. Donc, si on est en train de bouchonner une bouteille, on ne va pas s'arrêter instantanément. On va terminer la bouteille qu'on est en train de bouchonner avant d'arrêter la machine. Donc, on va terminer notre cycle proprement avant de considérer que la machine est réellement à l'arrêt. Parce que sinon, vous allez potentiellement vous retrouver avec un bouchon qui est à moitié mis. Et donc, ça va faire du gaspillage au niveau de votre chaîne de production. Et on vous demande simplement de venir placer les bouchons sur les bouteilles. Si je peux me permettre de vous donner un petit conseil, je vous conseille de vous créer 2 séquences différentes dans votre GraphSet pour pouvoir gérer ça. Donc l'idée, ce serait de se dire qu'on va avoir une première séquence, et je vous laisse vous-même définir le nombre d'étapes, etc., qu'il faut mettre dedans, qui va permettre de gérer la commande start, la commande stop, et dans laquelle on va venir mémoriser qu'on a demandé à ce que l'installation soit en marche ou pas, et puis avoir une deuxième séquence ici dans laquelle on va venir réaliser justement toutes nos opérations sur la bouteille et le bouchon pour faire la mise en bouteille en tant que telle. La mise en place des bouchons en tant que telle, pardon. Voilà. Bon, je préférerais vraiment qu'on soit en auditoire pour faire ça parce que ça me permettrait à nouveau de circuler dans les rangs, de voir ce que vous faites, de voir où vous en êtes, de répondre à vos questions. N'hésitez pas, s'il vous plaît, si vous avez des questions, soit vous faites un petit message par le chat, soit si vous êtes moins timide, vous pouvez poser votre question devant tout le monde. Vous pouvez même partager, si vous faites un développement comme moi, si vous avez la possibilité de faire ça sur tablette ou quoi, vous pouvez partager ce que vous avez comme développement, poser une question. Je suis vraiment là pour vous répondre. Je vais vous laisser, on va dire, 10 minutes pour réfléchir à la problématique qui est donnée ici. Et puis après, je le résolverai. Mais sachez qu'on va maintenant, dans ce chapitre-ci, régulièrement faire des exercices comme ça. Donc, jouer le jeu. Enfin, si je vous laisse du temps pour ça, c'est pour que vous l'exploitiez, que vous vous posiez des questions. Et après, je vais considérer que ces 5 règles de base, elles sont comprises et on va avancer dans la matière. Donc, jouez le jeu, confrontez-vous à la problématique et essayez d'apprendre de cette manière-là. C'est évidemment l'objectif. Ça va, c'est clair? Edouard, tu as une question? Je t'écoute. Oui, j'ai une petite question. C'est pour savoir si on peut connecter 2 GraphSets ensemble, du style une action d'un GraphSet, ce soit un autre GraphSet. Alors oui, il y a moyen de faire ça et on va le voir après. Donc tu pourrais tout à fait imaginer qu'à l'aide d'un GraphSet, tu viennes activer quelque chose dans le second GraphSet. C'est ça que tu voudrais faire? C'est exactement ça, ouais. Oui, mais ça, tu peux le faire sans souci. Donc ici, tu pourrais tout à fait, par exemple, venir à un moment, à l'aide d'une étape, dire je mémorise mon start. Donc j'ai mémorisé le fait qu'on m'a demandé de démarrer pour pas que l'opérateur soit obligé de laisser son doigt appuyé sur le bouton poussoir, hein. Et puis, tu pourrais te dire que ici, quelque part, dans ton nouveau GraphSet, tu viens utiliser la variable en question, même start, dans une équation booléenne associée à une transition. Tout à fait. C'est vraiment comme ça qu'il faut essayer de travailler, en l'occurrence ici, avec la structure que je vous propose. Ok, merci. Très bien. Allez, je vous laisse travailler. Il est 11h04. À 11h14 au plus tard, je regarderai pour résoudre ça. Mais je reste devant mon PC. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des questions, sollicitez-moi. Je reste là pour vous, hein. À tout de suite.
Ça va? Vous vous en sortez? Oui, ça va. Voilà, alors je vous propose de tenter de résoudre ça, ou même plus, hein, de le résoudre carrément, fondamentalement. N'hésitez pas à intervenir, à m'arrêter, à poser des questions si jamais il y en a qui sont présentes. Donc, je vous suggérais de travailler avec deux séquences séparées. La première pour gérer les ordres de marche et d'arrêt, et la seconde dans laquelle on va justement pouvoir gérer l'automatisation en tant que telle. L'avantage de faire ça, il est essentiellement lié à la contrainte qui nous était donnée ici. C'est-à-dire que si jamais la machine est demandée, enfin l'opérateur demande un arrêt de la machine, on veut qu'elle termine la bouteille sur laquelle elle est en train de travailler. Donc ça, on va pouvoir facilement le gérer avec deux séquences séparées. Donc l'idée de la première séquence, ce serait de se dire qu'on a un premier état ici qui serait un état initial dans lequel on serait simplement au repos, hein, il n'y a rien de spécial qui se passe à ce moment-là, et que si jamais notre opérateur appuie sur le bouton Start, on va souhaiter à ce moment-là passer dans un deuxième état qu'on va maintenir, même si le bouton Start est relâché, jusqu'à ce que l'opérateur appuie sur Stop. Donc ça veut dire que dans l'état numéro 1, la machine serait à l'arrêt. Dans l'état numéro 2, la machine serait en fonctionnement. Pour pouvoir se souvenir qu'on est en fonctionnement, on peut, par exemple, dire que tant qu'on est dans cet état 2, on va vouloir avoir une variable même start, par exemple, qui va être mise à 1. Donc, rappelez-vous, l'idée, c'est on exécute tant que l'étape 2 est active, l'action associée est exécutée, donc la variable même start va à ce moment-là être simplement maintenue à 1. OK ? Ça va permettre de venir réutiliser cette information-là dans une deuxième séquence qu'on va pouvoir venir mettre à côté. Alors, on pourrait démarrer ici avec le numéro d'étape numéro 3 si on veut. Moi, j'ai tendance à passer à la dizaine suivante, mais c'est juste une question d'habitude, il n'y a aucune obligation par rapport à ça. Mais passer à la dizaine suivante quand je viens sur une nouvelle séquence. Et sur cette séquence-ci, je dois définir un état initial. Alors moi, ce qui me semble être le plus évident au niveau de mon état initial, c'est d'être en repos. Donc ça veut dire que fondamentalement, je vais me retrouver dans un état initial, et ça c'est moi qui peux le définir. Je vais me retrouver avec la commande head qui doit être à 0, donc je ne veux pas faire tourner la bande transporteuse. Je me retrouverai bien avec la position haute, donc je voudrais bien que mon système de préhension il soit remonté, que évidemment grip soit égal à 0, que je ne sois pas en train de serrer un bouchon non plus, mais que j'ai mon système de préhension qui soit prêt à recevoir un nouveau bouchon pour pouvoir l'amener sur la bouteille. Et alors au niveau de la bande transporteuse, tant qu'à faire, je m'arrêterai bien en position pause, justement. De façon à pouvoir dire qu'à ce moment-là, j'ai déjà placé ma prochaine bouteille pour qu'elle puisse être bouchonnée. Donc, je vais définir, moi personnellement, que c'est ça mon état initial. Donc, avec une bouteille placée sous la bouchonneuse, le système de préhension en position haute et non serré avec le moteur, ou en tout cas l'avance du convoyeur arrêté. OK, mais vous êtes libre de définir un autre état initial, hein. Je le répète, c'est le concepteur du GraphSet qui a la possibilité de venir définir ça sans aucun problème. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire là derrière? Je vais pouvoir venir dire, ça c'est mon état de repos. Donc, si à ce moment-là, j'ai même start
qui est donné. Donc, je vois que via ceci, je vois qu'on a donné une commande de start. Ah ben, je vais alors pouvoir passer dans une étape suivante. Très mal fait mon carré. Je vais pouvoir passer dans une étape suivante qui va être l'étape 11. Et dans cette étape-là, ben, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Ben, si moi, j'ai considéré déjà ici que j'avais une bouteille qui était en position, la question qui va se poser, c'est, tiens, est-ce que cette bouteille, elle a déjà été bouchonnée ou pas? Eh ben, je dois maintenant venir définir ça. Et je vais dire que la bouteille est bouchonnée, puisqu'on a dit que lorsque on donnait une commande d'arrêt, on voulait terminer le traitement sur la bouteille. Donc, ici, moi, je peux me dire, ben, la bouteille en question, bouchonnée 1 ou 2 N, à vérifier. Je ne sais pas. Peu importe. Enfin, non, pas peu importe. Peu importe pour ce qui nous intéresse maintenant. Donc, je vais, moi, considérer que ma bouteille a déjà été bouchonnée. Donc, ça veut dire que la bouteille qui est en position a déjà été traitée. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que j'avance ma bande transporteuse d'un cran. Vous auriez très bien pu choisir que la bouteille qui était mise en position n'était pas encore bouchonnée, et alors ben, votre séquence serait un petit peu différente par rapport à la mienne. Il n'y a pas une seule solution quand on fait des graph sets comme ça, il y a toujours plusieurs solutions possibles pour réaliser un certain comportement au niveau de notre installation. Donc moi, je vais dire que la première étape que je vais devoir faire la première action que je vais devoir faire plutôt quand je mets en route ma machine, ben, ça va être d'avancer avec la commande ahead. Et je vais avancer jusque quand? Quelqu'un peut me proposer jusque quand est-ce que je vais avancer? En pause égale 1. Voilà, donc on va avancer jusqu'à avoir pause ici. Donc ici, je mets simplement pause parce que c'est la variable. Si elle est à 1, je ne dois pas écrire égale 1, c'est implicite, c'est d'office égal à, enfin, quand elle est égale à 1, que ça deviendra passant. Et donc, à ce moment-là, ben, ce qu'il faudra que je fasse, c'est que je vienne bouchonner. Alors, pour bouchonner, ben, je vais devoir faire deux actions simultanément, à savoir, il va falloir que je descende mon système de préhension et également que je serre mon bouchon pour prendre le bouchon avec moi et l'embarquer. Donc, je vais ici venir dire que je vais avoir deux actions. Donc, je vais faire down et en même temps, donc on peut venir mettre un deuxième carré à côté, en dessous, au-dessus. De toute façon, on considère que ces actions sont exécutées simultanément. Je vais venir dire que je veux gripper, donc que je veux venir serrer le bouchon en question pour pouvoir le descendre. Et je vais faire ça jusqu'à ce que j'atteigne quelle position? Low. Ben ouais, la position basse. À ce moment-là, je vais pouvoir dire que ben, quand je vais donc quitter l'étape 12 pour arriver à l'étape 13 parce que je serai en position basse, je vais automatiquement arrêter le down et arrêter le grip. Donc je vais relâcher le bouton à ce moment-là. Par contre, je ne remonte pas automatiquement puisque j'ai une commande up qui est présente ici. Donc je vais à ce moment-là dire que je vais faire ma commande up. Ma commande up, je vais vouloir la maintenir jusqu'à ce que j'atteigne ma position haute. Et à ce moment-là, je considérerai que j'ai terminé mon cycle et je peux venir voir si la machine est toujours demandée en fonctionnement. Si c'est le cas, je réavance d'un cran jusqu'à être à position, je fais down, je fais grip, je descends le bouchon, je remonte, etc., etc. Qu'est-ce que vous dites de ça? Il manque quelque chose encore, non? Par rapport au stop. Par rapport à quoi? Stop. Alors le stop, ben, il est ici. Donc regarde, le Mais je principe veux c'est dire que, pour arrêter le système peut-être. eh ben, regarde, si jamais j'ai appuyé sur stop pendant le cycle, je serai revenu ici sur start, dans l'étape 1. Donc, même start sera retombé à 0. Donc, quand je vais ici quitter mon étape 13 et arriver à mon étape 10, ben, je vais vérifier même start. Et si jamais même start est retombé à 0, je vais bien rester dans l'étape 10. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas s'arrêter, imaginons, à l'étape 12 ou autre, enfin faire un bouton d'arrêt d'urgence, quoi. C'est pas Alors la même non, chose. non, ici on ne l'a pas géré. Ici dans le cahier des charges, dans ce premier cahier des charges, on dit qu'on termine si la bouteille a été gérée. On verra plus tard comment on peut gérer les arrêts d'urgence, etc. On y reviendra, t'en fais pas. Et sinon, vous avez l'impression que ça va fonctionner? Ouais, Joseph. Monsieur, en fait, moi, je n'ai pas compris le condition pause et la commande ahead.
OK. La commande head, c'est celle qui va permettre de faire tourner la bande transporteuse ici. OK? Donc c'est en gros, ce qui va permettre de faire avancer la bouteille et tu vas faire avancer la bouteille jusqu'à ce que tu sois en position avec et ça tu le récupères avec le signal pause pour pouvoir, venir bouchonner la prochaine bouteille. Ok, parfait. Merci. Il va y avoir quand même un problème, non, monsieur? Ah ouais, dis-moi lequel? Au niveau de pause, pour passer à la prochaine bouteille, en fait. Ça va être quoi le problème? Tu as raison, hein, mais c'est quoi le problème? Euh, En soi, quand on va revenir dans la boucle, on va remonter donc à l'étape 11. Le Ouais. moteur ne va pas avancer parce qu'il sera directement en pause. Exactement, merci, tout à fait. Donc, dans ce que j'ai fait là actuellement, il y a un problème qui est lié à notre fameuse règle qui nous disait que si plusieurs transitions étaient simultanément franchissables, elles étaient franchies simultanément. Imaginez que vous soyez dans l'étape 13 ici. Vous êtes en train de remonter et puis à un moment, vous atteignez la position haute, donc la réceptivité de la transition est vraie. On va donc aller sur l'étape 10, mais imaginez qu'ici, on n'est pas appuyé sur le bouton stop. Donc on se retrouve ici avec quelque chose qui est vrai également. Conclusion, on va arriver dans l'étape 11. Et là, dans l'étape 11, pour voir si on peut passer à l'étape 12, on va regarder pause. Mais en l'occurrence, on y est déjà en position. Ce capteur-là, il va nous donner une information vraie à ce moment-là. Donc, je vais passer de l'étape 13 directement à l'étape 12. À cause des règles d'évolution qui font que si on a plusieurs transitions qui sont franchissables simultanément, on les franchit, je vais directement passer de 13 à 12. Et donc, je ne vais pas faire avancer la bouteille suivante et je vais tenter de rebouchonner la bouteille que j'avais déjà bouchonnée. Ce qui, évidemment, me pose un problème. Comment est-ce qu'on va pouvoir éviter cette situation-là? Qu'est-ce que vous avez à proposer? Remettre un head en dessous. Alors, on pourrait remettre, tu le mettrais où, dans l'étape 12? Non, mais c'est un truc qui vient comme ça, mais j'aurais remis un head en dessous du high Ouais. et après on remettrait un pause Mais si tu viens et on remettre reboucle. un head ici et puis à nouveau un pause, tu vas avoir le même problème. Si high devient vrai, pause est vrai, même start est vrai, l'autre pause est vrai, et Ah hop, ouais, tu ouais. reviens à ta même étape. On peut mettre encore une même étape, comme il a dit, mais avec un autre pause. Alors, exactement, c'est tout à fait ça qu'on va faire. Et il y a, par la conversation Teams, il y a un autre étudiant qui suggérait la même chose. Donc, en fait, ce qu'on va plutôt faire, c'est qu'on va venir modifier ceci. Et ça, on va le remplacer par mon étape 11, dans lequel je fais bien head. Et je vais faire ça jusqu'à avoir not pause. Pourquoi? Parce que ça, comme ça, je suis certain que j'aurai quitté la position et que donc j'aurais bien fait tourner ma bande transporteuse. Et puis, je vais mettre une étape 11 bis dans laquelle je vais venir vérifier le fameux pause et dans laquelle je vais maintenir ma commande ahead. En faisant ça, on ne va pas avoir d'à-coup au niveau du fonctionnement de notre moteur. Parce que quand on va passer de l'étape 11 à l'étape 11 bis, on va simultanément désactiver l'étape 11 et activer l'étape 11 bis. Et comme ça se fait simultanément, je vais simultanément, j'étais en train de donner ma commande head, je vais simultanément la couper à cause de l'étape 11, mais également l'activer à cause de l'étape 11 bis. Donc, je vais garder le fonctionnement de mon moteur continu entre les deux. Et là, je suis certain que j'aurais quitté cette position pour y revenir après et que j'aurais bien fait avancer ma bouteille d'un cran. Ça va? Ça vous paraît clair? Vous voyez que c'est plus subtil que ce que ça pourrait paraître à première vue, hein. Il faut quand même se poser des questions quand on conçoit ce genre de choses. Et il faut avoir les règles d'évolution bien en tête, puisque c'est les règles d'évolution qui, ici, nous amènent à potentiellement avoir ce problème-là. Est-ce que ça vous paraît clair? Ouais, c'est malin. C'est malin, tout à fait, c'est malin. C'est bon pour les autres aussi? Oui, très Alors, clair.
Alors Anthony propose qu'on mette une tampose entre les deux, ça serait une façon de faire. Hein. Tu pourrais dire que tu veux avoir arrête qui est maintenu pendant un certain temps minimum, et je vais vous décrire là maintenant, ou peut-être un rien plus tard, justement comment est-ce qu'on pourrait gérer les tempos, etc. dans le GraphSet. On va voir que ça fait partie des outils qu'on va avoir à disposition. Ici, on a vraiment fait quelque chose du plus simple, mais voilà, une autre option, c'est de travailler avec une tempo. Et comme je répète ce que j'ai dit, mais c'est vraiment important, il n'y a pas une seule solution, il y a toujours plusieurs façons de faire. Donc une tempo, ça peut tout à fait être une solution efficace ici. Ok, très bien. Eh ben alors, on va pouvoir reprendre là où on en était ici. On revient sur l'escalator, hein, ça va me permettre d'amener d'autres notions que vous allez encore appliquer avec un exercice derrière, etc. etc. Hein, maintenant, imaginez qu'avec notre escalator, donc on était ici dans un cas dans lequel on avait P-in, enfin quelqu'un qui rentrait et quelqu'un qui sortait de l'escalator, et ça simultanément. Et la question qui pourrait se poser, mais c'est qu'est-ce qui va se passer si jamais le monsieur ici reste plus longtemps devant le capteur que le monsieur qui rentre ici? Alors, à ce moment-là, potentiellement, je vais avoir un souci, puisque donc, si jamais j'ai P-in qui rechute à un moment et P-out qui reste maintenu, j'étais dans l'étape 2, je restais dans l'étape 2 parce que je rebouclais, je désactivais l'étape et je la réactivais, donc je restais en permanence dans l'étape 2. Mais maintenant, si Payout reste actif plus longtemps que Pay-in, il y a un moment où je vais pouvoir passer de 2 à 1 et pas repasser de 1 à 2 puisque Pay-in ne sera plus actif. Donc, je vais à ce moment-là arrêter le fonctionnement de mon escalator, et donc je vais venir couper le moteur M1 à ce moment-là. Et ça, c'est un problème. C'est évidemment pas ce qu'on veut ici, et donc on va avoir des outils qui vont nous permettre de gérer ça. Et une façon de faire, c'est ce qu'on va voir maintenant, va s'attaquer évidemment à tout ce qui est les réceptivités, donc les conditions de transition qu'on va avoir sur nos différentes transitions. Donc ces réceptivités, ce sont des équations booléennes. Dans ce qu'on a utilisé juste avant dans l'exercice, on avait simplement à chaque fois une variable, pause, not pause, low, high, même start. Donc on avait simplement une variable qui était utilisée, mais il n'y a rien qui nous dit qu'on est limité à ça. Ce sont des équations booléennes. Et donc, on va pouvoir utiliser de l'algèbre booléen, faire des fonctions et, des fonctions ou, des fonctions not, et même faire des comparaisons. Regardez, si une variable est plus grande que ça, soit elle est plus grande, soit elle n'est pas plus grande. Donc, le résultat de cette comparaison, c'est bien un résultat qui, lui, est booléen et qu'on va pouvoir exploiter dans les réceptivités de nos transitions. Et on va pouvoir exploiter des variables d'entrée ou des variables internes de notre séquence pour pouvoir écrire ces équations booléennes. Et donc, de façon à nous donner un peu de flexibilité par rapport à ça, l'outil GraphSet prévoit que pour chaque étape, on va avoir une variable nom de l'étape .x qui va nous préciser si l'étape est active ou pas. Alors, j'ai dit nom de l'étape .x, c'est pas correct. Ça, c'est la façon dont c'est implémenté dans les automates programmables. Hein. Donc, pour savoir si mon étape 11 est active, le GraphSet prévoit que j'ai une variable booléenne x11 qui va être égale à 1, donc qui va être vrai si jamais l'étape 11 est active, et qui va être fausse si jamais l'étape 11 est inactive. Ça, c'est ce que le GraphSet dit. Quand on implémente ça dans l'automate programmable, on y reviendra, mais ça donnera 11.x. Okay, ça, fondamentalement, c'est juste une question de notation, mais la notion qui est derrière est exactement la même. C'est une variable gérée par le GraphSet en tant que tel, une variable interne qui me permet de savoir si l'étape est active ou pas. Donc, typiquement, mon exemple ici, plutôt que de travailler avec même start ici, j'aurais pu simplement dire que j'avais x2 qui était actif. Et ça revient exactement au même. OK ? Ça, c'est la première information complémentaire que j'ai à disposition. Attention que cette variable d'activité, ce bit d'activité de l'étape, ne devient pas vrai si jamais on a une activation virtuelle de notre étape. Rappelez-vous que l'activation virtuelle, c'était le cas dans lequel je me retrouvais... Je me retrouvais ici avec une première étape qui était donc active. J'avais une étape 1, une étape 2, une étape
3 ici. Si ceci était vrai et que cela était vrai également, je franchissais directement et j'allais me retrouver par la suite dans un nouvel état dans lequel je n'avais plus l'étape 1 qui était active, mais l'étape 3 qui était active. Et on disait que notre étape 2, elle avait été activée virtuellement, donc pendant un temps très court, mais non nul. Ben, en l'occurrence, on considère que ce temps est trop court que pour que cette variable d'activité soit activée. Donc, on ne verra pas que l'étape 2 a été activée à ce moment-là. De la même manière, à côté de cette variable x et nom de l'étape, ce qu'on va également avoir, c'est une variable qui va nous dire depuis combien est-ce que l'étape en question est active. Et là, on va utiliser le nom de l'étape, .t, et ça va être une variable temporelle qui va nous dire tu es resté dans ton étape pendant x secondes. Donc, pour revenir sur la suggestion d'Anthony de là tout de suite, on aurait pu, à l'aide de cette variable ici, plutôt que de dire qu'on allait mettre un note pause, j'aurais très bien pu dire que je fais ahead dans mon étape 11 et que pour passer de à l'étape 12, il faut que je sois en position et que j'ai 11.t, donc la variable qui m'indique pendant combien de temps l'étape 11 a été active, qui soit par exemple supérieure ou égale à 2 secondes. Et donc là, j'aurai une équation booléenne dans laquelle j'aurai mon entrée position qui me permet de m'assurer que je suis en position, mais dans laquelle je suis certain que j'aurai au moins fait tourner ma bande transporteuse, que je l'aurai au moins fait avancer pendant 2 secondes. C'est un autre outil qu'on va avoir pour pouvoir gérer cette problématique. Monsieur, Oui, dans le cas que vous venez de faire là juste avant, oui. il regarde quand même s'il posait à 1 ou pas? Alors oui, il va regarder si poser à 1 parce que je suis venu, et je l'ai effacé en entourant, mais je suis venu ici, Ah oui, regarde, j'ai un et logique qui est là. ok, ouais, Ça, c'est mon instruction et logique, donc ça devient une équation booléenne qui est la combinaison d'une comparaison et d'une variable simplement. bon, merci. Mais, monsieur, Oui, oui, Julien. donc en fait, il suffit de à chaque fois rajouter un petit délai, on est sûr que ça passe par cette étape-là. Tu pourrais, si tu veux, oui. Maintenant, si tu es sur une chaîne de production dans laquelle l'idée, ça va être d'essayer de maximiser la cadence, est-ce que tu vas systématiquement vouloir rajouter un petit délai partout? Pas forcément, mais tout à fait, tu pourrais fonctionner comme ça, absolument. Ok, On va voir qu'il y a encore d'autres outils et d'autres façons de gérer ça. ça va, merci. Il n'y a pas de quoi. Alors, encore un autre outil complémentaire qu'on peut avoir ici, c'est la détection de fronts montants et descendants sur nos variables d'entrée et sur nos variables internes. Donc, on va pouvoir, dans notre transition, plutôt que utiliser start, par exemple, ici, je pourrais dire, moi, ce que je veux voir, c'est un front montant sur start. Il suffit que j'ai un front montant sur start pour que j'active et que je passe à mon étape numéro 2. Donc, on va pouvoir détecter un front montant avec ceci et un front descendant simplement avec ça, et puis venir mettre ici, derrière, le nom de la variable concernée. Donc, variable d'activité, variable temporelle et détection des fronts montants. Et tout ça, on peut venir l'utiliser pour créer des équations booléennes qu'on va utiliser dans nos réceptivités à ce moment-là. Dernier petit nota bene, on peut avoir une réceptivité qui soit toujours vraie, d'en avoir une toujours vraie. Alors si maintenant on essaye d'appliquer ça dans le cas de notre escalator, ce que je pourrais me dire par exemple, c'est que si le problème ici c'était que Pout restait plus longtemps que Pin, je pourrais me dire que sur Pout je vais travailler simplement avec un front montant. Si je vois qu'ici il y a un moment quelqu'un qui apparaît là, ok, je vais à ce moment-là valider le fait que je passe à l'étape 1, mais s'il y a encore quelqu'un sur Pin, je reviens bien à l'étape 2, puisque je vais avoir les deux transitions qui vont être vraies. Et ensuite, même si Pout reste pas plus longtemps que Pin, vu que moi je ne travaille que sur son front montant, la condition qui est ici, elle est devenue, la réceptivité associée à cette transition-là est devenue fausse, et donc je vais bien rester dans mon étape 2 à ce moment-là. Ok, donc simplement cet outil-là va me permettre ici de venir gérer la problématique que j'avais soulevée juste avant. Pour revenir sur ce qu'Anthony disait, est-ce qu'on ne pourrait pas travailler avec du temps? Je reviens d'abord, Joseph, je réponds peut-être d'abord avant de détailler ça.
En fait, monsieur, dans le cas précédent, est-ce qu'on Oui. peut travailler aussi sur le pay-in, sur le flanc montant de pay-in ou pas? Alors, tu pourrais travailler sur le flanc montant de Pay-in, en effet, et te dire à ce moment-là que si tu as un flanc montant ici sur Pay-in et Pay-out, ben, si les deux arrivent en même temps, tu vas bien rester activé dans l'étape 2. Par contre, si jamais ton flanc montant sur Pay-in arrive un tout petit peu avant celui de Pay-out, tu es cuit. Mais dans l'absolu, c'est un cas qui n'est pas censé se présenter puisqu'on a dit que mon escalator n'était que pour une personne. Donc, il faut bien attendre que la personne soit sortie avant que la personne suivante ne rentre. Donc, on pourrait le faire, si on reste bien dans le cahier des charges qui est défini ici, une seule personne à la fois, on pourrait imaginer de travailler comme ça également. Ok, merci. Une autre façon de faire qui fait donc écho à ce que Anthony disait, on pourrait travailler sur base du temps. Et là, on pourrait se dire, je ne mets plus qu'un seul capteur. Si je détecte un front montant sur mon capteur ici qui détecte l'entrée d'une personne sur mon escalator, alors je passe d'un état de repos à un état de fonctionnement. Je vais dans l'étape 2 de ma séquence. J'active donc mon moteur M1 et je vais simplement rester dans cet état-là pendant 10 secondes. Et une fois que j'aurai dépassé 10 secondes, je vais revenir dans le premier état qui est ici. Et là, on travaille tout bêtement, entre guillemets, sur base du temps. C'est évidemment quelque chose de facile. Et là, on pourrait se dire, ah ben super, mais maintenant, on peut peut-être accueillir alors plusieurs personnes à la fois sur l'escalator. Alors, oui, on pourrait imaginer ça. Donc, imaginons qu'à ce moment-là, qu'on ait une première personne qui vienne sur l'escalator, donc on met bien ici le moteur en route pour 10 secondes, et puis on a une deuxième personne qui vient sur l'escalator ici. Le problème, c'est que le front montant ici, je ne le vois pas là, puisque mon escalator il est en train de tourner, je suis sur l'étape 2, et donc celui-là, je ne le détecte pas à ce moment-là, donc je ne vais pas réinitialiser mon timer, et donc je vais simplement terminer mon temps des 10 secondes, et s'il y avait déjà 9 secondes qui s'étaient écoulées, la seconde personne qui s'est engagée sur l'escalator va rester coincée sur les premières marches tout en bas et va pas avoir la possibilité, enfin, elle va monter le restant à pied, mais c'est pas l'escalator qui va porter la personne en question. Donc, ça peut être problématique. Donc, il va falloir que je vienne adapter ma logique pour pouvoir gérer ce cas-là. On y reviendra. Il nous reste 5 minutes. On reviendra sur comment est-ce qu'on peut gérer ça à ce moment-là, la semaine prochaine. Encore une autre façon de faire, c'est vraiment pour vous montrer un peu toutes les possibilités qu'il y a avec les outils qu'on a ici, mais ce serait de compter le nombre d'utilisateurs qu'on a sur l'escalator. Et on va simplement se dire que s'il y a plus qu'un utilisateur sur l'escalator, s'il y a plus que 0 utilisateur sur l'escalator, s'il y en a au moins un, on va à ce moment-là faire en sorte que notre moteur fonctionne. Donc on va simplement dire, je suis dans un état de repos. Si jamais le nombre de personnes qu'il y a sur l'escalator que je viens stocker dans une variable C est supérieur à 0, donc il y a au moins une personne, je fais tourner l'escalator. Si jamais il n'y a plus personne sur l'escalator, parce que le nombre de personnes est égal à 0, je reviens tout simplement en état de repos à ce moment-là. Et pour ça, il va falloir que j'ai des séquences supplémentaires qui vont permettre de venir incrémenter ou décrémenter ce compteur. Et je pourrais dire, si jamais je détecte un front montant alors que je suis ici simplement en position de repos, je viens incrémenter mon compteur. Et dès que la personne ici a quitté la zone d'entrée, je reviens dans mon étape de repos pour pouvoir détecter une nouvelle personne qui arrive. Et je fais la même chose pour décompter, c'est-à-dire si jamais je suis ici, je ne sollicite pas pour l'instant le capteur ici en sortie. Et puis à un moment, je le vois arriver, je décompte à ce moment-là le nombre de personnes qui est présente. Et dès qu'il n'y a plus personne qui passe devant le capteur ici, c'est que la personne a fini de sortir, je vais venir me remettre en état d'attente. Et donc je vais, avec ces deux si venir incrémenter ou décrémenter mon compteur et je vais simplement venir utiliser le compteur pour faire des comparaisons et voir comment je fais évoluer la séquence entre guillemets principale, du moins celle qui gère mon moteur ici directement. Par contre, quand on fait ça, il va falloir être certain qu'on va décompter seulement quand il y a quelqu'un sur l'escalator et seulement une fois évidemment chaque passager. Et à nouveau, on va avoir un outil Graph7 qui va nous permettre de venir gérer ça. Et l'outil, c'est le suivant, c'est-à-dire que les actions qu'on va pouvoir associer à des étapes peuvent être de plusieurs types d'après la norme Graph7. Celle-ci, c'était la fameuse norme qui découlait 10 ans après, 11 ans pour être précis, après le groupe de travail de M. Blanchard, qui avait essayé de standardiser tout ça. Et donc, ils ont prévu 4 types d'actions différentes. Une action continue, simplement, mon moteur M1 tourne lorsque mon étape 2 est active. S'il est
est désactivé, le moteur M1 s'arrête. Donc l'action est réalisée quand l'étape associée est active uniquement. Deuxième type d'action, c'est une action dite conditionnelle. Donc là, on va activer cette action-ci si l'étape correspondante est active, mais en plus que la condition qu'on peut venir préciser ici au-dessus est vraie. Donc on va à nouveau ici venir mettre une équation booléenne qui va permettre de dire, ben oui, quand je suis dans cette étape, je veux faire cette action-ci que si cette condition-ci est vraie. Alors ça peut être simplement ceci, si c'est vrai, c'est une action conditionnelle simple. On peut également, d'après la norme Graph7, venir retarder l'exécution de ceci. Donc il faut que mon étape soit active depuis un certain temps pour que l'action soit vraie. Ou bien on peut dire que je fais tourner M1 quand je suis dans l'étape 2, mais que pendant un temps maximum de autant. Et donc là, quand on rentre dans l'étape 2, on va activer M1 et puis on va l'arrêter une fois qu'on aura atteint le temps en question. Et donc vous avez des syntaxes précisées dans la norme pour ça également. Ça, c'est ce que le standard nous dit. Dans la pratique, globalement, et même dans le standard, cette action conditionnelle est considérée comme une action continue sur laquelle il y a une condition booléenne en plus, simplement. Et donc, ça veut dire que ces deux types d'actions-ci, puisque ce sont des actions continues, ne seront pas exécutées lorsque on a une activation virtuelle d'une étape. Rappelez-vous, on avait dit que quand on avait une activation virtuelle d'une étape, les actions continues n'étaient pas exécutées. Par opposition, et je terminerai avec ceci, vu qu'il est l'heure, par opposition avec les actions dites mémorisées. Donc une action mémorisée, il y en a également deux types d'après la norme IEC 60848. Une action mémorisée, le principe, c'est qu'on va venir, par exemple, ici, incrémenter le compteur, et ça va se faire quand on rentre dans l'étape 11. Quand on quitte l'étape 11, le compteur, il n'est pas remis à 0. Il garde la valeur qu'on lui avait donnée. Donc ici, comme on est sur un compteur, ça paraît assez simple, mais j'aurais très bien pu dire que M1, 2 points égale true. Donc je venais mettre la variable M1 qui permettait de piloter mon moteur vrai, et même quand je quittais l'étape 11, elle restait vraie jusqu'à ce que je vienne la réinitialiser ailleurs. Donc ça revient à faire un set sur une variable booléenne qu'on va devoir resetter par la suite. Donc c'est une action dite mémorisée. La variable garde la valeur qui avait été mise dedans, même quand l'action n'est plus exécutée à ce moment-là. Donc, comme tout à l'heure avec les bobines set reset, je vous avais dit attention, soyez prudent avec ça. Si on oublie de resetter à un endroit, c'est problématique. C'est exactement la même chose ici avec ces actions mémorisées. Je vous encouragerai, en tout cas pour tout ce qui est commande booléenne, quand on compte, évidemment, on n'a pas le choix, mais pour toutes les commandes booléennes, de ne pas utiliser ces actions-là quand c'est possible de les éviter parce que ça va compliquer clairement le diagnostic et ça augmente le risque de problème dans votre séquence. Dernier type d'étape qu'on va pouvoir avoir. Nathan, tu as une question? Je réponds à ta question d'abord. Mais j'ai juste une question vis-à-vis du fait de compter. C'est pas aussi un risque parce que, enfin, par exemple, dans le cas de l'escalator, il y a des risques que deux personnes passent en même temps et donc activent en même temps le in Ouais. et puis sortent à des temps différés. Donc finalement, on comptera mal, quoi. Oui, alors il va falloir en effet s'assurer qu'on compte correctement. Tu as tout à fait raison, ça serait un problème et il faudrait voir comment est-ce qu'on arriverait à gérer ça pour compter correctement. Absolument. Donc c'est pour ça que dans la pratique, c'est pas ça qui est fait. C'est simplement sur base d'un timer que ça fonctionne, l'escalator. Je suis tout à fait d'accord. Comme je vous ai dit ici, cet exemple qui me sert de fil conducteur, il y a des moments où c'est un peu tiré par les cheveux pour vous illustrer les notions du graph set. Ici, c'est un peu le cas. Je le reconnais complètement, mais ça permet de garder cet exemple simple et de venir illustrer toutes les notions possibilités dessus, plutôt que de m'éparpiller dans plein d'exemples différents qu'il faut à chaque fois remettre en contexte. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de construire le cours de cette manière-là. Donc je termine vite. L'action ponctuelle, elle, c'est une action qui est mémorisée, mais qui ne va avoir lieu que quand il y a une certaine condition à nouveau, un certain événement qui est vrai. Donc par exemple, quand on active l'étape, c'est comme si on faisait un front montant sur le fait que l'étape soit activée, et alors on ne va incrémenter qu'une seule fois. Ici, le souci, c'est que tant que l'étape 11 est active, on continue à incrémenter, en gros. Là, on va le faire une seule fois quand on rentre dans l'étape 11. On pourrait faire la même chose quand on quitte l'étape 11 ou on pourrait encore venir associer un certain événement pour pouvoir venir réaliser le comptage en question. Et donc là, à nouveau, on pourrait venir mettre une condition booléenne derrière cet événement-là sans difficulté, c'est l'objectif.
ce qui est hyper important, c'est que ces actions mémorisées, elles pourront être exécutées même quand l'étape n'est activée que virtuellement. Contrairement aux actions continues que j'ai montrées sur le slide précédent, celle-ci, même si l'étape est activée une fraction de seconde, on considère que c'est suffisant pour réaliser ces actions mémorisées. Okay, ça, c'est vraiment un truc à bien avoir en tête. Donc, en gros, si je passe de 1 à 3 ici d'un coup, j'aurai incrémenté mon compteur parce que c'est une action mémorisée. Il y a un 2 points égal. Par contre, je n'aurai pas démarré mon moteur M1 ici. Alors, je reviendrai là-dessus la prochaine fois. Ce que je voudrais juste, donc on appliquera ça à notre exemple ici avec l'escalator. Ce que je voudrais juste, c'est vous demander pour le prochain cours de jeter un œil aux exercices 2 et 3. Donc, c'est la suite de notre machine d'embouteillage, mais sur laquelle on a changé le mode de fonctionnement, on l'a mis en semi-automatique et je vous demande cette fois-ci de venir utiliser pour résoudre, pour faire évoluer la séquence que vous aviez fait tout à l'heure et pouvoir gérer cette ligne de fonctionnement en mode semi-automatique en tenant compte de ces outils-là. Ça va ? Ça serait chouette si vous pouviez faire ça. Comme ça, au prochain cours, on reprendra en appliquant ces notions, je les répéterai rapidement, on les appliquera ici à l'escalator et puis on pourra directement corriger les exercices que vous avez faits avant de se lancer dans la suite. C'est clair pour tout le monde ? Oui. Parfait. Eh ben, on se retrouve tout à l'heure, du moins pour les plus courageux d'entre vous, parce que vu qu'on a notre cours de communication qui est toujours un petit peu tard, ça demandera toujours un petit peu de courage. Mais on se retrouve tout à l'heure à 16h15 alors pour l'introduction de ce cours de communication. Je vous souhaite un bon appétit et une belle après-midi d'ici là. Merci beaucoup. Bon appétit. Merci beaucoup. À vous aussi. Au revoir. Au revoir.